jamais assez tel que l'on est, et l'on ne sait jamais trop discerner ce qui nous paraissent inférieur et ce qui semble au-dessus de nous. Pour moi, j'exagérais la certitude d'être plus mal que tous les autres. Il est vrai que je ne suis pas né peau de fer, mais plutôt peau de terre. Seulement, je me suis cru verre, de cristal même, et cela était excessif. Je me rabaissais. Souvent je me disais, passons un peu mes qualités en revue. Donc, force physique zéro, je suis petit, contrefait, rachitique, les jambes et les bras comme des cure-dents, une araignée. Intelligence, pas beaucoup au-dessus de zéro puisque, entre tant de métiers, je ne suis pas arrivé plus haut que celui de plongeur dans un hôtel. Beauté, au-dessous de zéro. J'ai une figure longue et jaune, des yeux couleur de chien errant et un grand, gros nez qui paraît fait pour une face du double de la mienne. Un nez qui semble vouloir se recourber, mais dont la pointe se retourne comme le museau d'un lézard aux aguets. Autres qualités telles que courage, vivacité, charme personnel, amabilité, mieux vaut ne pas en parler. Bien entendu, avec de telles constatations, je me gardais bien de faire la cour aux femmes. La seule que j'ai tenté d'aborder, une camériste de l'hôtel, m'avait remis à ma place avec le qualificatif qu'il fallait. Avorton. C'est pourquoi, peu à peu, je m'étais convaincu que je ne valais rien et que le mieux pour moi était de rester bien tranquille dans mon coin pour ne porter ombrage à personne. Si vous passez dans les premières heures de l'après-midi dans la rue qui est derrière l'hôtel où je travaille, vous verrez une rangée de fenêtres s'ouvrant à fleur de terre, d'où monte une forte odeur de vaisselle. En plissant les yeux pour mieux voir dans l'obscurité, vous verrez sur les tables et le marbre de l'évier des piles d'assiettes montant en tour jusqu'aux hauteurs du plafond. Eh bien, c'est là mon coin, le coin de vie que je m'étais choisi pour être oublié d'autrui. Mais quand on parle de la fatalité, je pouvais m'attendre à tout sauf à ce que, dans ce coin, je veux dire dans cette cuisine, quelqu'un vienne me surprendre, me cueillir comme une fleur qui se tient cachée dans les herbes. Ce fut Ida, la nouvelle plongeuse, qui prit la place de Judith quand celle-ci devint enceinte. Ida est parmi les femmes ce que je suis parmi les hommes, un avorton. Comme moi, elle était petite, contrefaite, maigrichonne, insignifiante, mais agitée, vive, gaie, un vrai démon. Nous devînmes rapidement des amis, du fait que nous nous trouvions debout devant les mêmes assiettes, la même eau grasse. Et puis, d'une chose à l'autre, elle s'arrangea pour que je l'invite à aller avec moi au cinéma. Je l'invitai par politesse et je fus stupéfait quand, dans l'obscurité de la salle, elle me prit la main, glissant ses 5 doigts entre les miens. Je pensai à une erreur et tentai même de me libérer, mais dans un murmure elle me pria de n'en rien faire. Quel mal y avait-il à se serrer la main? Puis, à la sortie, elle m'expliqua qu'elle m'avait remarqué depuis longtemps, depuis le jour même où elle avait été engagée à l'hôtel, et que, dès lors, elle n'avait cessé de penser à moi. Elle espérait que j'avais un peu d'affection pour elle parce que, sans moi, elle ne pouvait vivre. C'était la première fois qu'une femme, fût-ce une femme comme Ida, me disait de telles choses et je perdis la tête. Aussi lui répondis-je tout ce qu'elle voulait, et bien plus encore. Mais je restai profondément étonné et, bien qu'elle continuât à me répéter qu'elle était folle de moi, je n'arrivais pas à m'en convaincre. Aussi, quand nous sortîmes de nouveau ensemble, je me repris à insister, un peu pour le plaisir de l'entendre, un peu aussi par incrédulité. Puis-je savoir ce que tu trouves en moi? Comment fais-tu pour m'aimer? Le croiriez-vous? Ida se suspendit de ses 2 mains à mon bras, leva vers moi un visage ravi et me répondit. Je t'aime parce que tu as toutes les qualités. Pour moi, tu es la perfection sur terre. Toutes les qualités, répétai-je incrédule. Eh bien, moi qui ne m'en doutais pas. Oui, toutes. Et d'abord, tu es beau. Une envie
N'as-tu jamais regardé mon nez? C'est le genre de nez qui me plaît, répondit-elle, et me prenant le bout du nez entre deux doigts, le secouant comme une clochette. Ce nez, pour ce nez, je ne sais pas ce que je ferai. Elle ajouta, et puis tu es intelligent. Intelligent, moi, ils me traitent tous de nigo. C'est la jalousie qui les fait parler, répondit-elle avec sa logique féminine. Mais tu es intelligent, très. Quand tu parles, je reste là à t'écouter bouche bée. Tu es la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Tu ne diras pas pourtant, repris-je au bout d'un instant, que je suis fort. Cela, tu ne peux pas le dire. Si, fit-elle tout excitée, tu es fort, très, très fort. C'était si inattendu que je restai sans réplique. Elle reprit alors. Et puis, veux-tu que je te dise, tu as un je ne sais quoi qui me plaît. Et qu'est-ce que ce je ne sais quoi? Peut-on savoir? Que te dirais-je? Répondit-elle. Peut-être ta voix, ton expression, peut-être tes gestes. Bien sûr, c'est quelque chose que nul autre n'a comme toi. Naturellement, les premiers temps, je ne la crus pas et je me faisais répéter ces appréciations pour le seul plaisir de les confronter avec ce que j'avais toujours pensé de moi-même. Et puis, les jours passant, je commençais, je le confesse, à me monter la tête. Il m'arrivait de me dire, et si c'était vrai, non que je crusse vraiment être matériellement différent de ce que j'avais pensé être jusqu'ici, mais la phrase d'Ida sur le je ne sais quoi me laissait perplexe. À n'en pas douter, la clé du mystère était là. C'est pour ce je ne sais quoi, je le savais, que les bossus, les nains, les vieillards, les monstres parfois même plaisent aux femmes. Pourquoi n'aurais-je pu plaire, moi qui, après tout, ne suis ni bossu, ni nain, ni vieux, ni monstrueux? Un jour, nous décidâmes, Ida et moi, d'aller voir un cirque qui avait planté sa tente en face de la promenade archéologique. Nous étions fort gais tous les deux. Quand nous fûmes sous la grande tente du cirque, aux places populaires, nous nous assîmes serrés l'un contre l'autre, nous tenant par le bras. À côté de moi était assise une grande femme blonde, jeune et florissante, et, une place plus bas, son compagnon, un jeune homme brun, grand et fort lui aussi, un type de marinier ou de sportif. Je pensais que ces deux-là faisaient ce qu'on appelle un beau couple, et puis je cessai de m'occuper d'eux pour ne regarder que le cirque. La piste couverte de sable ocre était encore vide, mais au fond, dans une tribune, un orchestre de cuivre, les musiciens vêtus d'uniformes écarlates jouaient sans arrêt des marches belliqueuses. Apparurent enfin 4 clowns, 2 nains et 2 plus grands avec des faces enfarinées et de vastes pantalons débraillés qui firent tant de cabrioles et tant de farces assaisonnées de gifles et de coups de pied qu'Ida s'étouffait presque à force de rire. Puis l'orchestre attaqua une petite marche allègre et des chevaux entrèrent, 6 en tout, 3 d'un gris pommelé et 3 blancs qui firent le tour de la piste gracieusement, tandis que l'écuyer, tout vêtu de rouge et d'or, faisait claquer son long fouet. Une femme en jupe de tulle et bas blancs entra en esquissant un pas de danse, s'accrocha les 2 mains à la selle d'un des chevaux et s'envola, remontant, redescendant, pendant que les chevaux tournaient en rond, d'abord au trot puis au galop. Le numéro terminé, les clowns revinrent faire leur culbute et se livrer à leur facétie. Puis ce fut une famille de trapézistes, père, mère et enfant, tous 3 en maillot bleu pâle, tous 3 musclés, l'enfant surtout. Ils frappèrent dans leurs mains et, hop là, les voilà grimpant sur une cordane jusqu'au faîte du cirque. Là, ils se mirent à se renvoyer des trapèzes volants, s'accrochant tantôt des mains, tantôt des pieds, se renvoyant l'enfant comme une balle.
chose tout bas à son compagnon, et tous deux se mirent à rire. Après les trapézistes, ce fut le tour de l'attraction numéro 1, les lions. Plusieurs jeunes gens en veste rouge entrèrent sur l'arène pour rouler le tapis qui avait servi aux acrobates. En l'emportant, ils roulèrent dedans comme par mégarde un des clowns, et de nouveau, Ida, en voyant apparaître au bout du tapis roulé cette figure enfarinée, éclata si fort de rire qu'elle en tomba à demi de son siège. Avec des gestes rapides, les jeunes gens montèrent au milieu de la piste d'une grande cage aux barreaux nickelés, et puis, à un roulement de tambour, apparut à une petite porte la grosse tête blonde du premier lion. Il y en eut 5 en tout, plus une lionne qui paraissait vraiment féroce et se mit aussitôt à rugir. Le dompteur entra en dernier, un petit homme, souriant et cérémonieux, en jaquette verte à brandebourgs dorés, et qui s'inclina devant le public, agitant d'une main un fouet d'écuyer et de l'autre un long bâton muni d'un crochet, semblable à ceux qui servent à descendre les rideaux de fer des magasins. Les lions tournaient autour de lui en rugissant tandis qu'il continuait à saluer, calme et souriant. Finalement, il se tourna vers les lions et, du bout de son crochet, les contraignit un à un à aller s'asseoir sur 2 petits tabourets alignés au fond de la cage. Les lions recroquevillaient, les pauvres bêtes, sur ces tabourets de chat, rugissaient en montrant les dents. Certains, comme le dompteur passait près d'eux, allongeaient une patte qu'il évitait avec une pirouette. « Oh, ils vont le manger » murmura Ida en me serrant le bras. Il y eut un roulement de tambour. Le dompteur s'approcha d'un lion plus vieux que les autres qui ne rugissait pas et semblait mourir de sommeil. Il lui ouvrit la bouche et introduisit sa tête dans la gueule, 3 fois de suite. Tandis que les applaudissements crépitaient, je dis alors à Ida: « Tu ne croirais pas, mais j'entrerai volontiers dans cette cage et ne craindrai pas de mettre moi aussi ma tête dans la gueule du lion. » Pleine d'admiration, elle, se pressant contre moi: « Je le sais que tu en serais capable. » À ces mots, la femme blonde et le jeune sportif éclatèrent de rire en nous regardant avec intention. Cette fois, il était impossible d'ignorer qu'ils riaient de nous, et Ida, mécontente, me dit à voix basse: « Ils se moquent de nous. Pourquoi ne leur dis-tu pas qu'ils sont mal élevés ?» Mais à ce moment, une cloche se fit entendre, et tout le monde se leva pendant que les lions s'en allaient, la tête basse, vers la petite porte qui leur était réservée. La première partie du spectacle était finie. Nous sortîmes du cercle et le couple marchait devant nous. Ida, furieuse, ne cessait de me dire à mi-voix: « Il faut que tu leur dises qu'ils sont mal élevés. Si tu ne le fais pas, tu es un lâche. » Et moi, piqué dans mon amour-propre, je me décidai à les affronter. En dehors du cirque, adossé à la tente, il y avait une grande baraque où, en payant, on pouvait visiter le zoo du cirque. Une rangée de cages d'un côté avec les animaux féroces, et de l'autre, sur la paille, en liberté, les animaux domestiques, zèbres, éléphants, chevaux, chiens. Il faisait très sombre à l'intérieur de la baraque, et comme nous entrions, nous aperçûmes dans la pénombre ces deux-là en train de regarder la cage de l'ours. La femme blonde se penchait pour regarder l'ours qui se tenait tout pelotonné, dormant bien paisiblement, son dos velu contre les barres, et le jeune homme la retenait par le bras. J'allai droit à l'homme et d'une voix ferme lui dis: « Dites-moi un peu, c'est de nous que vous avez ri, peut-être ?» Il se retourna à peine et répondit sans hésiter: « Non, nous rions d'une grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. » « Et la grenouille, ce serait moi, par hasard. C'est la première poule qui chante qui a fait l'œuf. » Ida me poussant le bras et haussant la voix, je répondis: « Savez-vous ce que vous êtes? Un ignorant et un grossier personnage. » Lui, brutalement, répliqua: « Alors quoi? Voilà que les poux donnent de la voix maintenant. » La femme se mit à rire et alors Ida, rouge de colère, intervint: « Il n'y a pas de quoi rire, et
Et puis au lieu de rire, vous feriez mieux de ne pas vous frotter contre mon mari. Vous croyez peut-être que je ne l'ai pas vue. Oui, elle n'a pas fait autre chose que de se frotter le bras contre lui, tout le temps. Je fus stupéfait parce que je ne m'étais aperçu de rien. Tout au plus, se trouvant à côté de moi, la femme m'avait-elle effleuré du coude. Elle protesta en effet, indignée. Vous êtes folle, ma fille. Non, je ne suis pas folle. Je vous ai vu vous caresser contre lui. Comment voulez-vous que je prête attention à un avorton comme votre mari? Et elle parlait avec mépris. Si je devais me frotter à quelqu'un, ce serait un vrai homme. Celui-là, tenez, c'est un homme. Et elle prit le bras de son ami comme on prend un jambon dans une charcuterie pour le montrer à un client. Le voilà, le bras auquel je me frotterai. Regardez ses muscles, et s'il est fort. À son tour, l'homme s'approcha de moi et me dit, menaçant, ça suffit maintenant, allez-vous-en, ça vaudra mieux pour vous. Qu'est-ce que vous dites? Criai-je exaspéré, me dressant sur la pointe des pieds pour me mettre à son niveau. La scène qui suivit, je me la rappellerai toute ma vie. À ma question, l'homme ne répondit rien, mais tout à coup il me prit sous les aisselles et me souleva en l'air comme un fétu. En face des cages, comme je l'ai dit, sur une litière de paille, se trouvaient les animaux domestiques. Et juste derrière nous, il y avait toute une famille d'éléphants, père, mère et enfants, celui-ci plus petit, mais au moins aussi haut qu'un cheval. Les pauvres bêtes restaient dans l'ombre, oreilles et trompes pendantes, leurs groupes sombres serrés l'une contre l'autre. Le bravache donc me souleva et brusquement me déposa sur la croupe du plus petit éléphant. La bête crut sans doute que le moment était venu de se présenter dans le cirque et prit le petit trot, moi en croupe, le long des cages. Tous les gens prirent la fuite. Ida courut derrière moi en criant, et moi, à califourchon sur le petit éléphant, après avoir vainement tenté de m'agripper à ses oreilles. Arrivé au bout du passage, je glissai et tombai à terre, me heurtant la nuque. Ce qui se passa ensuite, je ne le sais pas, car je m'évanouis et, quand je revins à moi, je me retrouvai à l'infirmerie de secours, avec Ida assise à mes côtés, qui m'étreignait la main. Un peu plus tard, dès que je me sentis mieux, nous retournâmes à la maison sans voir la seconde partie du spectacle. Le jour suivant, je dis à Ida, « C'est ta faute, tu m'avais monté la tête en me faisant croire que j'étais Dieu sait quoi. Au contraire, cette femme disait la vérité, je ne suis qu'un avorton. » Mais Ida me prit par le bras et me regardant, « Tu as été magnifique. Il a eu peur, lui, c'est pour cela qu'il t'a mis sur l'éléphant. Et tu sais, à cheval sur l'éléphant, tu étais épatant. C'est dommage que tu sois tombé. » Ainsi, il n'y avait rien à faire. Pour elle, j'étais une chose. Pour les autres, j'en étais une autre. Mais comment savoir ce que peuvent